Par une nuit froide, une fille nommée Suzune est traînée dans une cabane par son père, car il ne supporte pas de la voir. Il regrette que Suzune soit née et prévoit de la laisser dehors toute la nuit. Mais quelques minutes plus tard, son frère Jinta sort et tente de la libérer. Cependant, il est choqué de découvrir qu'elle n'est plus là. Il court frénétiquement dans le village à sa recherche et finit par la retrouver alors qu'elle traverse un pont pour quitter le village. Il se précipite vers elle et s'excuse de ne pas avoir pu la protéger des abus de leur père, car s'il essayait, il ne ferait que s'attirer des ennuis. Suzune est née avec un œil démoniaque, et comme il s'agit du Japon féodal, elle a été étiquetée comme une enfant maudite et traitée comme un parasite sans valeur. Elle sait qu'il lui est impossible de mener une vie normale avec un œil pareil, alors elle dit à Jinta de rentrer chez lui sans elle. Jinta reste là un instant, réfléchissant à sa prochaine décision, et finit par comprendre qu'il aime sa sœur plus que le reste de la famille. Il lui prend alors la main et lui demande de s'enfuir avec lui. Ensemble, ils fuient leur ancien foyer, mais il pleut toujours, et le froid devient de plus en plus mordant. N'ayant nulle part où s'abriter, Jinta emmène Suzune dans les ruines d'un vieux bâtiment, et tous deux se blottissent l'un contre l'autre pour essayer de conserver leur chaleur corporelle. Suzune s'est déjà endormie, et Jinta est sur le point de s'évanouir lui aussi. Mais avant que cela n'arrive, il aperçoit un homme s'approcher d'eux et dire quelque chose à propos de les recueillir. Lorsqu'il se réveille, Jinta se rend compte qu'il est porté par l'homme, tandis que Suzune marche à ses côtés. L'homme est soulagé de voir que Jinta est enfin réveillé, alors il le pose à terre et ils continuent leur marche jusqu'à son village. Ce village est principalement habité par des forgerons spécialisés dans la fabrication de katanas, si bien que tout le monde est en plein travail. L'homme conduit Jinta et Suzune chez lui, et dès qu'il ouvre la porte, sa fille se précipite dehors pour l'accueillir. Elle est ravie de le revoir, mais aussi intriguée par les deux enfants qui se tiennent derrière lui. L'homme lui explique alors que Jinta et Suzune vivront désormais avec eux. Il lui demande si cela lui convient, et à sa grande surprise, elle semble enchantée par cette idée, car cela signifie qu'elle aura des amis avec qui jouer. Elle s'approche de Jinta et se présente sous le nom de Shirayuki, en espérant que tous les trois pourront bien s'entendre à l'avenir. Cette nuit-là, Jinta a du mal à trouver le sommeil, alors Motoharu lui demande s'il y a un problème. Motoharu est en train de nettoyer son épée, ce qui pousse Jinta à lui demander s'il est un samouraï. Mais Motoharu lui répond qu'il est en réalité un sentinelle, chargé de protéger des personnes et des lieux importants. Plus tard, Jinta et Suzune rejoignent Shirayuki et Shidoze au bord de la rivière. Sur le chemin du retour, Jinta demande des informations sur la mère de Shirayuki, Yokaze, qui a aidé lui et Suzune à rester dans le village. Shirayuki explique que Yokaze est une Itsuki-Heim, une prêtresse du dieu du feu, et qu'elle ne peut être vue que par le chef du village et son mari Motoharu, son sentinelle. Le lendemain, Jinta s'entraîne avec Motoharu, mais en tant que novice en combat à l'épée, il est facilement mis au sol sans que Motoharu ne transpire le moindrement. Motoharu lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais que s'il continue de s'entraîner, il finira par devenir un maître un jour. Les années passent, et Jinta est devenu le nouveau sentinelle de la prêtresse. Il assiste donc à une réunion entre tous les officiels du village et la prêtresse du sanctuaire. Elle est cachée derrière un rideau pour que personne ne puisse la voir directement, et au début de la réunion, elle félicite Jinta pour ses excellentes compétences en extermination de démons. Il lui répond qu'il ne fait que son devoir en protégeant le village et que le dernier démon qu'il a rencontré avait essayé d'utiliser une forme humaine pour s'infiltrer dans le village. L'un des officiels commence à devenir nerveux lorsque Jinta dit cela, et les autres lui demandent s'il a une idée de la raison pour laquelle un démon voudrait s'introduire dans le village. Un officiel suggère que le démon pourrait être après la prêtresse du sanctuaire, car selon la légende, si un démon mange le foie d'une prêtresse, il deviendra immortel. Mais il pourrait aussi chercher à s'emparer de l'épée sacrée Yurei, qui a été transmise de génération en génération par les prêtresses et qui est très précieuse. Il serait donc logique que les démons la convoitent.
L'un des officiels mentionne que l'épée Yurei a été forgée par l'un des meilleurs forgerons de l'histoire et qu'on dit qu'elle possède des pouvoirs mystiques. Si les démons recherchent réellement la lame Yurei, cela pourrait causer de gros problèmes à tout le village. Alors le chef ordonne à tout le monde de rester vigilant. Mais Kiyomasa affirme qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car lui et Jinta sont chargés de protéger la prêtresse du sanctuaire. Cependant, il pense personnellement que Jinta n'est pas qualifié pour ce rôle. Jinta et Kiyomasa sont sur le point de se disputer, mais le chef et la prêtresse leur ordonnent de se taire. La réunion est maintenant terminée, et tout le monde quitte le sanctuaire, sauf Jinta, car son devoir est de veiller sur la prêtresse. Maintenant qu'ils sont seuls, la prêtresse sort de sa chambre, et il s'avère que c'est Shirayuki. Jinta lui demande ce qu'elle fait, car une prêtresse ne devrait pas se montrer aussi négligemment. Mais comme ils sont amis d'enfance, elle ne voit pas l'intérêt de telles formalités. Elle lui annonce que Suzune est là aussi, bien que le sanctuaire soit censé être interdit aux gens ordinaires, donc elle ne devrait normalement pas s'y trouver. Suzune ne semble pas avoir grandi du tout ces dernières années. Et lorsqu'il la réveille, elle est ravie de revoir son grand frère. Jinta a été tellement occupée à exterminer les démons qu'elle n'a presque jamais l'occasion de le voir. Mais bien qu'il soit heureux de la revoir, il réprimande Suzune pour être venue ici, car le sanctuaire est interdit au public. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas rendre visite à Shirayuki alors que Jinta peut la voir quand il le souhaite. Mais les règles sont les règles, alors Jinta lui ordonne de rentrer à la maison. Après le départ de Suzune, le chef revient bientôt au sanctuaire, ayant quelque chose d'important à discuter avec Shirayuki. Il demande donc à Jinta de leur laisser un peu d'intimité. Jinta refuse d'abord, car c'est son devoir de sentinelle de rester aux côtés de Shirayuki en permanence. Mais cette dernière lui accorde une journée de repos. Finalement, Jinta cède et rentre chez lui pour la journée. Pendant ce temps, à l'extérieur du village, 2 démons ont jeté leur dévolu sur Suzune à cause de son œil démoniaque. Ce soir-là, Shirayuki s'éclipse discrètement du sanctuaire et retrouve Jinta, car elle a quelque chose d'important à lui dire. Lorsque le chef est venu lui parler plus tôt, il lui a expliqué qu'elle devait se concentrer sur la naissance d'un héritier pour la remplacer au KIS, où elle serait tuée par les démons. Cela peut sembler morbide, mais le chef a raison. Alors Shirayuki doit se marier bientôt. Il a été décidé qu'elle épouserait Kiyomasa, principalement parce qu'il est le fils du chef et qu'il deviendra un jour le nouveau chef du village. Jinta ne sait pas vraiment comment réagir à cette nouvelle, et Shirayuki n'en est pas plus heureuse. Elle avoue qu'elle est amoureuse de lui, et, pour être honnête, elle est venue ici dans l'intention de lui demander de s'enfuir avec elle pour commencer une nouvelle vie. Mais elle sait qu'il n'accepterait jamais. Jinta a prêté serment de protéger ce village et a passé des années à s'entraîner pour devenir assez fort pour le défendre. Shirayuki a fait le même serment en devenant la prêtresse du sanctuaire. S'il fuyait maintenant, ce serait un affront à tout ce pourquoi ils ont travaillé si dur. Le temps passe et Jinta est à nouveau convoqué à une réunion où on l'informe qu'un démon a été aperçu dans la forêt. Il est chargé de l'exterminer et se prépare aussitôt à partir. Cependant, avant qu'il ne puisse quitter le village, Kiyomasa l'arrête. Il sait que Jinta a forcément entendu parler du mariage prévu entre Shirayuki et lui, alors il ne comprend pas pourquoi Jinta fait comme si cela ne l'affectait pas. Jinta lui dit qu'il n'y a rien à se soucier, car les seules choses qui comptent pour lui sont la sécurité de la prêtresse et du village. Le plus étrange dans cette situation, c'est que Kiyomasa ne cherche même pas à se vanter d'épouser Shirayuki. Il sait que Jinta est amoureux de Shirayuki et qu'elle l'aime aussi, donc ça lui semble juste dérangeant de l'épouser. Mais Jinta a déjà pris sa décision, alors il quitte le village pour accomplir sa mission. Une fois dans la forêt, Jinta est soudainement attaqué par le démon massif. Avant que le combat ne commence, il demande au démon s'il est seul, car le rapport disait qu'il y avait 2 démons dans les environs. Et le démon massif explique que son partenaire avait des affaires à régler dans le village. Cela ne sonne pas bien, mais Jinta va devoir d'abord gérer ce démon avant de revenir pour s'occuper du second. Il se précipite en avant, et d'un coup puissant,
Il parvient à trancher l'un des bras du démon, mais ce dernier continue d'attaquer, et Jinta est forcé de reculer. Le démon ramasse sa main tranchée, et il n'est même pas contrarié de l'avoir perdue. Il est juste impressionné que Jinta ait été assez habile pour la couper. Pendant ce temps, dans le village, Suzune se retrouve face au démon Badi, et elle est absolument terrifiée. Le démon lui dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, car Suzune est un démon tout comme lui. Mais Suzune refuse de le croire. Le démon jette un regard à Suzune et comprend que son amour pour Jinta l'empêche de devenir un démon à part entière. Elle trouve cela oppressant, car Jinta a dû entourer Suzune d'un amour et d'une affection constants pour faire d'elle une si bonne personne. Suzune aime Jinta de tout son cœur, alors entendre le démon louer Jinta la rassure. Maintenant que Suzune n'a plus peur d'elle, le démon tente de la convaincre d'utiliser ses pouvoirs pour l'aider. Elle lui promet même qu'elle ne lui fera aucun mal, et tout le monde sait que les démons ne peuvent pas mentir. Donc Suzune peut lui faire confiance. Cependant, Suzune rejette son offre, car il y a une chance que les démons fassent du mal à Jinta. La démone ne peut pas nier cette possibilité. Alors elle tente une autre approche et lui montre une vision. Dans cette vision, on voit Shirayuki en train de se déshabiller et de se préparer à se donner à quelqu'un dans le sanctuaire. Voir cette scène rend Suzune malade, non pas à cause de l'acte en lui-même, mais parce que ce n'est pas Jinta qui est avec Shirayuki. Elle demande au démon si ce qu'elle a vu est réel, et celle-ci lui explique que son pouvoir lui permet de voir l'avenir. Elle peut aussi partager ses visions avec d'autres, ce que Suzune vient d'expérimenter. Mais si elle ne la croit toujours pas, elle est prête à l'emmener immédiatement au sanctuaire pour qu'elle puisse voir la scène de ses propres yeux. Pendant ce temps, Jinta est toujours en train de combattre le démon massif. Mais avant que le combat ne reprenne, il veut savoir pourquoi les démons attaquent les humains en premier lieu. Le démon explique que c'est simplement son but dans la vie. Les démons ne sont pas obligés de tuer les humains, mais chacun d'eux a un but précis qu'il doit accomplir. Et en ce moment, le but du démon massif est de retenir Jikan. Bulk possède le pouvoir d'assimilation, ce qui lui permet d'acquérir les capacités des autres démons en les dévorant, allant même jusqu'à modifier son corps à volonté. Jikan ne peut pas se permettre d'hésiter, alors il fonce en avant, déterminé à éliminer Bulk une bonne fois pour toutes. Cependant, il se fait immédiatement arracher un bras d'un coup de poing. Lorsqu'il tente de trancher la gorge de Bulk, ce dernier brise son épée avec ses dents. Tout porte à croire que Jikan est un homme mort. Mais au dernier instant, il tend la main en arrière et attrape un fragment de son épée brisée. Il plonge alors le morceau de lame profondément dans le cœur de Bulk avant que celui-ci ne puisse riposter. Et ainsi, Jikan en sort vainqueur. Bulk accepte sa défaite et contre toute attente, il est heureux, car cela signifie qu'il a accompli son but. Il explique que l'autre démon qui l'accompagnait possède le pouvoir de prémonition et qu'elle l'a utilisé pour voir très loin dans le futur, 170 ans exactement. Selon sa vision, le démon le plus puissant de tous les temps vit ici, ce qui est la raison de leur venue en premier lieu. Dès que Bulk mentionne qu'un démon vit dans le village, Jikan réalise qu'il doit parler de Suzune. Mais avant qu'il puisse réagir, Bulk lui dit qu'il va lui offrir un cadeau pour le féliciter de sa victoire. Une seconde après, le bras tranché de Bulk saisit la tête de Jikan et commence à l'écraser jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pendant ce temps, au sanctuaire, Kiyomasa est sur Shirayuki. Tout ce qu'il a à faire, c'est lui faire un enfant, alors il espère en finir une bonne fois pour toutes. Et puisque Jikan est en mission, c'est le moment idéal. Sinon, Jikan devrait rester dehors et entendre les bruits de Shirayuki, et Kiyomasa se sentirait déjà suffisamment coupable à ce sujet. Cependant, avant que quoi que ce soit ne se passe, la démoniaque jeune fille déchire les rideaux pour montrer à Suzune ce qui se passe, et cette dernière est absolument dévastée. Au même moment, Jinta se réveille dans la forêt, et pour une raison inconnue, son bras manquant a été restauré. Mais il n'a pas le temps de s'attarder sur ce mystère, car Suzune pourrait être en danger, alors il se met à courir en direction du village. Pendant ce temps,
Suzune essaie encore de comprendre ce qu'elle vient de voir. C'était insupportable de voir Jinta amoureux de Shirayuki, mais Suzune était prête à l'accepter tant que Jinta était heureux. Elle était même allée jusqu'à empêcher son propre corps de grandir pour ne pas se mettre en travers de la relation entre Jinta et Shirayuki. Mais maintenant, elle découvre que Shirayuki va épouser un autre homme. C'en est trop. Suzune craque et sombre dans la folie. Elle est furieuse que Shirayuki trahisse l'amour de Jinta, et après quelques paroles suggestives de la part de la démone, Suzune prend une décision radicale. Elle va la tuer. Son pouvoir démoniaque s'éveille soudainement, et une fumée noire envahit toute la pièce tandis que Suzune prend une forme adulte. Kiyomasa saisit l'épée légendaire et tente d'attaquer Suzune, mais la démone l'assomme avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Elle traîne ensuite le corps de Kiyomasa à l'extérieur, ayant quelque chose en tête, laissant Shirayuki seul face à Suzune. Jinta arrive enfin au sanctuaire et trouve Shirayuki encore en vie. Elle se précipite dans ses bras, mais une seconde plus tard, sa tête est tranchée par Suzune. Jinta reste figé sous le choc, incapable de réagir face à ce qu'il vient de voir. Un instant plus tard, Suzune apparaît derrière lui, tenant la tête de Shirayuki dans ses mains. Jinta demande à Suzune pourquoi elle a fait une chose pareille. Suzu commence alors à expliquer toute l'histoire du mariage de Shirayuki avec un autre homme, mais Jinta le savait déjà. Et même s'il ne l'avait pas su, cela ne lui donnait pas le droit de tuer Shirayuki. Kiyomasa comprend alors que la Suzune qu'il connaissait autrefois n'existe plus. Avec la mort de Shirayuki, il ne lui reste plus rien, si ce n'est la haine. Le bras démoniaque commence à s'intégrer au reste de son corps, transformant Jinta. Désormais, il regarde Suzune avec un mépris absolu. Elle ne comprend pas pourquoi il la regarde ainsi, comme s'il la haïssait, alors qu'elle n'a fait que tout cela pour le rendre heureux. Elle en conclut que Jinta va l'abandonner, comme tout le monde l'a fait avant lui. Face à cette idée insupportable, elle décide de le tuer. Cependant, lorsqu'elle lui plante sa lame dans le ventre, elle réalise que cela ne lui a presque rien fait. En retour, Jinta lui enfonce son poing en pleine poitrine, lui transperçant le corps. Suzune parvient malgré tout à survivre à ce coup dévastateur. Alors que Jinta s'apprête à l'achever, la démone s'interpose au dernier moment et se sacrifie pour sauver Suzune. Avant de mourir, elle dit à Suzune de fuir pendant qu'elle en a encore l'occasion. Suzune commence alors à s'éloigner, mais avant de partir, elle lance un dernier regard à Jinta et lui dit qu'elle n'a plus rien dans ce monde. Peu importe le temps que cela prendra, elle détruira tout. Et lorsque le dernier jour arrivera, elle reviendra pour le tuer, pour l'avoir trahi. Dans les années 1850, Jinta, désormais connu sous le nom de Jinya, s'était forgé une excellente réputation en tant que chasseur de démons. Un jour, il est donc convoqué par un homme riche pour une mission spéciale. L'homme présente Jinya à son assistant, Zenji, et lui dit qu'il peut demander à Zenji tous les détails supplémentaires concernant le travail. Il se lève ensuite et quitte la pièce. Zenji salue alors Jinya et lui demande ce qu'il sait déjà. L'homme a déjà parlé à Jinya de sa fille bien-aimée, Natsu, et de son souhait que Jinta la protège d'un démon qui serait récemment apparu. Mais l'histoire est un peu plus compliquée. En gros, Jinya va travailler comme garde du corps de Natsu, car depuis qu'elle a eu 13 ans, elle affirme entendre un démon à l'extérieur de sa chambre. Le démon répète sans cesse des phrases comme « Rends-moi ma fille », ce qui terrifie Natsu, qui a peur d'être enlevée par lui. En parlant de Natsu, elle fait soudainement irruption dans la pièce à la recherche de Zenji. Elle remarque Jinya assis là et suppose qu'il s'agit du garde du corps que son père a dit vouloir engager. Mais lorsque Jinya essaie de se présenter, elle le coupe immédiatement. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui et lui ordonne de partir sur le champ, persuadée qu'il n'est qu'un escroc prétendant être un chasseur de démons. Zenji essaie de la convaincre que Jinya est un véritable chasseur de démons, expliquant que son père a fait de gros efforts pour le trouver. Mais Natsu refuse d'écouter et exige que Zenji mette Jinya dehors. Plus tard dans la nuit, Natsu est assise dans son lit, encore effrayée à l'idée que le démon revienne. Zenji arrive alors et s'installe devant sa porte pour la rassurer.
Avoir Jinya aurait probablement été mieux, mais puisque Natsu l'a chassé, c'est Zenji qui doit jouer le rôle de garde du corps à sa place. Il n'est pas sûr d'être très utile en CAS de combat contre un démon, mais si cela peut l'aider à se sentir en sécurité, il lui promet de monter la garde jusqu'au matin pour qu'elle puisse dormir. Natsu est heureuse que Zenji soit venu la protéger, mais il doute tout de même qu'un démon apparaisse vraiment. Natsu est déçu d'entendre que Zenji ne la croit pas entièrement. C'était pareil avec son père, d'ailleurs. Sinon, pourquoi aurait-il engagé un samouraï douteux pour tuer un démon ? Zenji ne peut pas affirmer avec certitude que le père de Natsu croit en l'existence des démons, mais il peut lui garantir qu'il prend la situation très au sérieux. Il tient profondément à elle, même s'ils ne sont pas liés par le sang. À ce moment-là, Natsu entend à nouveau la voix du démon, ce qui lui donne des frissons dans tout le corps. Elle supplie Zenji de l'aider, mais lorsqu'il voit lui aussi le démon, il est tout aussi terrifié qu'elle. Il dit à Natsu de rester dans sa chambre pendant qu'il s'occupe de la situation, même s'il n'a aucune idée de comment vaincre cette créature. Juste avant que le démon ne puisse mettre la main sur Zenji, son bras est soudainement tranché par Jinya. Jinya demande d'abord au démon de s'identifier, mais comme il ne répond pas, il décide de le couper en deux d'un seul coup d'épée. Le démon s'effondre au sol et se désintègre en une fumée noire, ce qui signifie que Zenji et Natsu sont en sécurité. Pour l'instant. Natsu reconnaît Jinya comme le samouraï qu'elle avait mis dehors plus tôt dans la journée. Il se retourne alors et lui demande si elle pense toujours qu'il est un escroc. Natsu lui demande si le démon est mort, mais le tuer n'est pas aussi simple. D'après l'expérience de Jinya, les démons ne meurent véritablement que lorsqu'ils se transforment en brume blanche. Et comme celui-ci s'est changé en brume noire, cela signifie qu'il reviendra à coup sûr. Le lendemain matin, Zenji remercie officiellement Jinya de les avoir sauvés la nuit précédente. Et puisque le démon va revenir, il lui demande de rester une nuit de plus. Jinya répond qu'il serait ravi d'aider, mais il a quelques questions à poser à propos de Natsu. Depuis qu'il a entendu le démon dire « Rends-moi ma fille », il se demande s'il y a une histoire derrière tout ça. Zenji explique que les parents biologiques de Natsu faisaient partie de la famille élargie du patron, mais qu'ils sont décédés il y a quelque temps. Le patron a donc recueilli Natsu et l'a élevée comme sa propre fille. Et, au cas où Jinya aurait des doutes, Zenji lui assure qu'il est absolument impossible que Natsu soit un enfant démoniaque. Car si c'était le cas, jamais le patron n'aurait envisagé de l'adopter. La femme du patron a été tuée par des démons, et par la suite, son fils s'est enfui et n'a plus jamais été revu. Le patron tient les démons pour responsables de la perte de sa famille, et il les déteste de tout son être. Plus tard dans la soirée, Natsu dîne avec son père, qui lui demande si tout se passe bien avec son nouveau garde du corps. Au début, elle était un peu sceptique à propos de Jinya, mais après l'avoir vu à l'œuvre, elle est certaine qu'il est authentique. Même si Natsu est curieuse de savoir pourquoi son père a choisi précisément Jinya, il lui explique qu'il y a eu récemment des rumeurs de démons rôdant autour d'Eda. Mais en même temps, d'autres rumeurs parlent d'un homme capable de terrasser n'importe quel démon d'un seul coup d'épée, du moment qu'il est payé. Le père de Natsu a personnellement vérifié ces rumeurs, donc il savait qu'il n'y aurait pas de meilleure personne à engager comme garde du corps pour sa fille. Natsu est heureuse d'apprendre que son père l'a réellement prise au sérieux lorsqu'elle lui a parlé du démon, car son amour est tout, ce qui compte pour elle. Natsu a été très heureuse depuis que Juzo l'a adoptée, mais en même temps, elle est constamment tourmentée par toutes les rumeurs méchantes que les gens colportent à son sujet. Plus tard dans la nuit, Zenji et Jinya sont assis devant la chambre de Natsu, comme prévu, lorsque celle-ci sort soudainement et demande à Jinya de lui dire son nom, car elle ne l'avait pas laissé se présenter auparavant. Son père semble avoir beaucoup d'estime pour lui, alors elle a décidé qu'elle allait, elle aussi, lui accorder sa confiance. Jinya remarque que Natsu est très attachée à son père adoptif, Juzo, mais c'est normal. Il l'a recueillie et lui a offert un foyer, et elle lui en est profondément reconnaissante. Puisqu'ils sont sur le sujet, Jinya lui demande s'il est vrai que Juzo avait un fils qui s'est perdu, selon une rumeur qu'il a entendue. Mais dès qu'il aborde le sujet,
Natsu s'écrie qu'elle n'en sait rien. C'est clairement un sujet sensible pour elle, alors Jinya décide de ne pas insister pour ne pas la blesser davantage. Natsu lui demande ensuite s'il est possible qu'un humain et un démon aient un enfant ensemble. Jinya lui répond que oui, alors Natsu commence à se demander si elle pourrait vraiment être la fille du démon qui ne cesse de les attaquer. Mais Jinya la rassure en lui affirmant qu'elle n'a aucun lien avec ce démon. Natsu lui demande comment il peut en être aussi sûr, et Jinya lui explique qu'il a un certain passif avec ce démon. Il sait donc que ce n'est pas la mère de Natsu. Dans ce monde, il existe plusieurs façons pour un démon de naître. Un démon peut naître de deux parents démons, d'un démon et d'un humain, ou, dans de rares séas, apparaître spontanément, à partir de rien. Les démons comme celui-ci naissent de l'essence des émotions fortes, surtout des émotions négatives. Lorsque ces sentiments s'accumulent chez une personne, ils peuvent parfois prendre la forme d'un démon, comme celui-là. Natsu commence à paniquer en voyant à nouveau le démon, alors Jinya s'avance tranquillement vers lui et lui demande de décliner son nom. Mais le démon ne semble pas assez intelligent pour comprendre ce que Jinya lui dit. Alors qu'il se jette sur lui, Jinya lui donne une gifle en pleine figure et le plaque au sol. Zenji presse Jinya de tuer le démon immédiatement, mais celui-ci répond que s'il le fait, il reviendra encore et encore. Natsu lui demande pourquoi, alors Jinya lui explique que c'est ses émotions à elle qui ont donné naissance à ce démon. Le démon est apparu en réaction à la croyance de Natsu que provoquer des problèmes forcerait son père à lui accorder plus d'attention. Natsu refuse d'y croire dans un premier temps, mais tout ce que dit Jinya semble parfaitement logique. Elle voulait que quelque chose pousse son père à la traiter comme une vraie fille. Et tout à coup, un monstre est apparu pour que ce souhait se réalise. Jinya lui dit que la seule façon de faire disparaître ce démon pour de bon, c'est qu'elle reprenne le contrôle de ses émotions. Mais Natsu ne sait pas comment elle est censée y parvenir. Jinya lui explique qu'elle doit simplement accepter ce qu'elle ressent et, avec sincérité, lui demander de terrasser le démon. Natsu réfléchit un instant et comprend que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était être aimée par Juzo comme sa fille. Mais elle pensait qu'il ne l'aimait pas de cette manière. C'est pour cela qu'elle a fini par croire que si elle était attaquée par un démon, alors peut-être qu'il commencerait à l'aimer davantage. Et maintenant, toutes ses émotions laides se sont matérialisées devant elle. En un sens, ce démon, c'est elle. Mais Zenji lui dit de ne pas penser comme ça. Ce démon est peut-être né de ses émotions, mais ce n'est pas ce qui importe maintenant. Zenji sait que Juzo aime Natsu plus que tout au monde, et que Natsu l'aime tout autant, mais qu'aucun des deux ne sait vraiment comment l'exprimer. Elle devra apprendre à exprimer ses sentiments de manière plus honnête à partir de maintenant, mais Zenji lui jure qu'il sera toujours là pour l'aider à y parvenir. Ces mots donnent à Natsu la force de lâcher prise, de se libérer enfin du doute et de la haine d'elle-même qui ont donné naissance au démon. Elle dit alors à Jinya de le tuer une bonne fois pour toutes. Aussitôt ces mots prononcés, Jinya dégaine son épée et tranche le démon en deux. Cette fois, le corps du démon se dissipe dans une brume blanche, ce qui confirme à Jinya qu'il ne reviendra plus jamais. Cependant, plus tard dans la nuit, après que Natsu soit retourné se coucher, le corps du démon commence à se rematérialiser. Jinya s'attendait à ce genre de phénomène, car si le démon avait véritablement été formé uniquement à partir des émotions négatives de Natsu, il aurait cessé d'exister dès qu'elle avait pris la décision de les laisser partir. Cela signifie que les émotions d'une autre personne se sont mêlées à celles du démon. Et autant que Jinya en sait, il n'y a qu'une seule autre personne dans cette région ayant le potentiel de devenir un démon. Et c'est la défunte femme de Juzo. Avec les émotions négatives de Natsu dissipées, le démon a du mal à maintenir sa forme, mais la fille qu'il appelle à l'aide n'est pas Natsu, c'est Suzu. Cela signifie que Jinya est le fils disparu de Juzo et que ce démon est la mère de Jinya et de Suzu. Zenji demande pourquoi Juzo ne vient pas remercier Jinya aussi, mais Juzo ne voit aucune raison de le faire, car dès que Jinya est arrivé, il savait qu'il serait capable de mener à bien la mission. Zenji se demande pourquoi Juzo aurait autant de foi en un simple chasseur de démons,
Mais Juzo répond qu'il est tout à fait normal pour un parent de croire en son enfant. Les autres doivent encore découvrir que Jinya est le fils de Juzo, et Juzo n'a pas l'intention de leur expliquer. Alors il dit à Zenji de retourner travailler, sinon il sera rétrogradé. Zenji ne veut pas ça, alors il part faire son travail, et Juzo commence à partir aussi. Mais avant qu'il ne s'éloigne, Natsu a quelque chose à lui dire. Elle lui demande s'il y a quelque chose qu'elle puisse faire pour l'aider, mais Juzo est curieux de savoir pourquoi elle demande ça. Elle lui explique que Jinya lui a dit qu'elle devrait lui rendre service pour sa gentillesse, et Juzo est heureux de savoir que Jinya le considère toujours comme une bonne personne. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a pas besoin de se soucier de lui rendre quoi que ce soit, car la meilleure façon qu'un enfant puisse rendre heureux son parent, c'est en vivant une vie longue et heureuse. Zenji demande pourquoi Juzo ne vient pas remercier Jinya aussi, mais Juzo ne voit aucune raison de le faire, car dès que Jinya est arrivé, il savait qu'il serait capable de mener à bien la mission. Zenji se demande pourquoi Juzo aurait autant de foi en un simple chasseur de démons, mais Juzo répond qu'il est tout à fait normal pour un parent de croire en son enfant. Les autres doivent encore découvrir que Jinya est le fils de Juzo, et Juzo n'a pas l'intention de leur expliquer. Alors il dit à Zenji de retourner travailler, sinon il sera rétrogradé. Zenji ne veut pas ça, alors il part faire son travail, et Juzo commence à partir aussi. Mais avant qu'il ne s'éloigne, Natsu a quelque chose à lui dire. Elle lui demande s'il y a quelque chose qu'elle puisse faire pour l'aider, mais Juzo est curieux de savoir pourquoi elle demande ça. Elle lui explique que Jinya lui a dit qu'elle devrait lui rendre service pour sa gentillesse, et Juzo est heureux de savoir que Jinya le considère toujours comme une bonne personne. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a pas besoin de se soucier de lui rendre quoi que ce soit, car la meilleure façon qu'un enfant puisse rendre heureux son parent, c'est en vivant une vie longue et heureuse.